Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Dans l'épisode du jour, on va vraiment parler de liberté grâce au digital nomade. On avait déjà fait un épisode avec Olivier Roland, mais là, on va faire un épisode qui va vous permettre en fait de prendre le raccourci, je pense, peut-être le plus rapide qui existe pour vous libérer du métro boulot dodo. Dans les autres épisodes, en général, j'essaye de faire des épisodes en lien avec l'investissement parce que beaucoup de gens investissent dans le but de vivre de leurs investissements. Mais le problème de l'investissement, c'est que c'est long. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut en avoir de l'argent, il faut le créer. Donc tout ça, c'est un processus qui est long et lent et parfois on n'arrive pas à avoir le bout. Alors que là, avec Ambroise, il propose un programme en 90 jours. Vous êtes libre, vous pouvez vivre où vous voulez. Bon, vous continuerez à travailler, mais de l'endroit que vous voulez, quand vous voulez et un peu au rythme que vous voulez. Donc, je pense qu'il y a pas meilleure proposition pour l'instant que je puisse faire. Donc, si vous cherchez le chemin le plus rapide pour dire bye bye patron, il faut absolument écouter cet épisode et vous pouvez contacter Ambroise si vous le souhaitez et il vous donnera, il accompagne les gens pas à pas vers le bye bye patron. Avant de démarrer, j'ai eu 2 super bons retours sur mon livre. Donc je vous rappelle que j'ai un livre à vendre, Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat. J'ai eu 2 super bons retours de Jean et Thibaut par, message, Instagram. Ça m'a fait trop plaisir parce que en fait, je vends des livres, j'en vends plusieurs par jour, mais, enfin la plupart des jours, mais en fait, j'ai quasiment jamais de retour et j'ai eu quelques rageux en plus sur Amazon qui m'ont laissé des commentaires vraiment, de merde. Et donc, quand j'ai des bons retours, quand on me dit: «Voilà, ça sert, si j'avais eu le livre, il y a 2 semaines, j'aurais gagné, pas mal d'argent» ou «J'ai dévoré le livre en une nuit», et bah, je vois que ça sert, que c'est utile. Mon livre, je l'ai exprès fait court, c'est un guide si vous voulez négocier. Je vous montre 7 techniques qui ont fonctionné pour moi, que j'ai utilisées, qui m'ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Alors il y a des gens, franchement, il y a toujours des rageux. J'avoue, quand vous avez un commentaire Amazon, qui est pas bon, bah, ça franchement, c'est un peu saoulant parce que bon, je fais pas du tout, je vends pas mon livre pour vivre de ça, je suis pas Guillaume Musso. Mais quand j'ai des super bons retours, ça fait trop plaisir, ça se voit que c'est utile et puis, tant pis pour les rageux, hein, qui restent dans leur coin. Mais bon, après sur Amazon, on peut pas répondre, on peut rien faire. On prend les avis comme ça, donc ceux qui ont lu mon livre et qui étaient contents, vous pouvez me laisser un commentaire 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Franchement, bah, moi, c'est mon premier livre, donc je connaissais pas les retours, mais il y a très, très, très peu de gens qui laissent des commentaires. Ça doit être moins de 10 des gens qui achètent le livre qui laissent des commentaires. Donc si vous étiez pas content du livre, restez comme vous êtes, pas la peine de laisser un avis ou alors vous pouvez laisser un avis sur un autre livre. Mais si ça vous a apporté quelque chose, si vous vous rendez compte que c'est utile, eh ben, vous pouvez me laisser un commentaire 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on est parti avec Ambroise. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et donc bonjour et bienvenue dans cet épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ambroise qui va nous parler du concept de digital nomade et du freelancing. Parce qu'avoir des revenus passifs, c'est bien beau, mais souvent c'est long à obtenir et il faut beaucoup de capital. Donc Ambroise, lui, il a la solution pour être libre géographiquement et dans votre emploi du temps, dès à présent ou en 90 jours en tout cas. Salut Ambroise, comment ça va? Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Eh ben super, bah du coup pour commencer, si tu pouvais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais, donc moi c'est Ambroise, ça fait 7 ans et demi que je suis freelance, dont 4 ans et demi en tant que nomade digital et depuis 2 ans j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer et développer leur activité de freelance pour pouvoir gagner en liberté, à la fois comme tu disais géographique pour pouvoir voyager s'ils veulent, mais aussi temporelle et financière comme je pense qu'on va en parler plus tard. Super. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Tu as tout de suite commencé par le freelancing ou tu as eu un emploi classique au départ? Alors j'ai eu une évolution un peu décousue là-dedans. En fait, moi j'ai fait, donc là on enregistre le podcast, je suis au Canada en ce moment. Je suis venu à mes 18 ans étudier au Canada, dans une école de commerce et un jour,
en cours d'entrepreneuriat, j'ai un prof qui a apporté en classe un livre qui s'appelle La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui est un peu le livre qui a lancé tout le mouvement des nomades digitaux. Et ça a été une révélation. Je l'ai dévoré en 1 ou 2 jours. Et puis, donc dès ce moment-là, dès 2013, 2012, 2013, je savais que je voulais devenir nomade. Donc déjà, être libre géographiquement. Et donc, basé là-dessus, en fait, j'ai testé un petit peu tous les moyens que je voyais de gagner ma vie en ligne pour pouvoir y arriver, mais tout en continuant quand même la voie classique, tu vois, études, Des boulot, études, bien etc. sûr. C'est ça. Donc j'ai testé plein de trucs. J'ai testé freelancing, j'ai testé de lancer des boutiques de e-commerce, de lancer une agence, de lancer des startups, de lancer des événements en ligne. J'ai vraiment testé un petit peu tout ce que je voyais, l'affiliation, le blogging, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé en fait que le freelancing, c'est ce qui avait toujours fonctionné pour moi, basé sur mes compétences en marketing et qui était potentiellement aussi le plus rapide, le plus rentable à court terme et aussi le plus flexible. Ce qui fait que j'ai pu me lancer en fait en parallèle d'abord de mes études. Et puis après mes études, comme tu disais, ouais, j'ai eu un job pendant 1 an et demi dans une grosse boîte, les Pages Jaunes au Canada. J'avais le job de rêve, tu vois, que j'aurais pu avoir après mon master en e-commerce, mais tu sais, j'avais besoin de faire mon truc, de faire plus. Et donc à un moment, en fait, le 24 mars 2017, en fait précisément, je suis parti 100% à mon compte avec un aller simple pour la Thaïlande. Et depuis, bah, je suis à mon compte. Ok, super. Donc, tu as fait tous les tests, tu les as fait pendant tes études. Tu es arrivé au bout des études quand même. Parce que tout le monde. Ouais, ouais. Ouais, Je suis arrivé au bout des études, j'ai même refait un master en plus, tu vois, ok. etc. Ouais, Mais ouais, c'est ça. Toujours à la recherche de plus. Bah, super. Et du coup, dans le freelancing, c'était quoi ta première activité? ouais, alors moi, j'ai fait des études d'une école de commerce, en fait, à HEC Montréal, et j'avais des spécialisations en marketing, IT, e-commerce. Et donc, ma première mission, ça a été en fait le but, c'était d'abord de trouver une mission pour tester le concept du freelancing, voir si ça marchait, si ça me plaisait, etc. Et donc, j'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais trouver. Et la première mission que j'ai faite, j'étais en fait en community management. Donc, gérer des comptes réseaux sociaux pour une startup. J'ai aussi très vite géré la partie email, la partie blog. Et le but, c'est vraiment de tester, tu vois. Je dis toujours qu'au début, ma première mission, en fait, j'ai calculé il y a 1 an et quelques, j'étais payé l'équivalent de 2 euros de l'heure pendant tout un été. Ah, Mais j'ai tellement appris, ça m'a tellement donné d'expérience aussi et de preuves sociales pour la suite que c'était clairement rentable. Aujourd'hui, je suis à 90 euros de l'heure en freelance, par exemple. ouais, donc c'est sûr que. En fait, je pense avec tout ce qui est d'Internet, au départ, on n'y croit pas. Enfin, on a un peu du mal surtout à l'époque-là, à cette époque-là. Et puis c'est vrai que quand Ouais. tu gagnes même très peu d'argent, en fait, ça t'ouvre. Tu as l'impression que tu as trouvé un peu la martingale ou la boîte de Pandore, quoi. Et tu vois qu'une fois que c'est fait, tu dis, ah, il y a vraiment des gens qui peuvent me payer pour ça. Donc, ouais, c'est bah, Ouais. super, quoi. Et donc, en Je, Thaïlande, je pense que au début, le truc, c'est d'arriver à te convaincre déjà toi que c'est possible, que c'est pas juste pour les autres, mais que c'est pour toi. Et peu importe combien tu gagnes, peu importe ce que tu fais, au moins tu te dis, ok, tu vois. Première mission, j'étais à 20 euros de l'heure. À 2 euros de l'heure, pardon. hmm. Deuxième mission, là, j'étais à 20 euros de l'heure. Et après, j'ai monté petit à petit, parce que l'idée, c'est de voir si ça te plaît, si c'est faisable, mais aussi si ça peut te permettre d'en vivre et puis de le faire 100% à distance. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça qui est important aussi parce que du coup, tu étais au Canada à ce moment-là et tu as trouvé, Mhm. c'était un client au Canada que tu avais, ton premier client? Ouais, ouais, c'était un client, c'était une startup d'un ami d'une amie sur place. J'étais dans les bureaux avec eux full time. Ok. Et après seulement, d'accord, et après, tu es parti en 2017. Ça, c'était, tu étais déjà Ouais, freelance depuis 2 3 ans. Ok, super. c'est ça. Et du coup, maintenant, donc, tu as de la maturité dans ce domaine. Là, on a dit que tu avais aussi l'activité d'accompagnement. Donc, c'est quoi une journée classique peut-être de freelancing ou ta journée classique aujourd'hui, 7 ans après? Ouais, alors je vais peut-être plutôt te répondre sur une semaine classique parce qu'une journée Voilà. classique chez moi, ça n'existe pas forcément. Donc moi, en ce moment, là, je passe la plupart de mon temps à accompagner des freelances, à se lancer, à se développer à travers un programme qui s'appelle Freemote. Donc il y a à la fois la formation puis l'accompagnement. Et j'ai quand même gardé un client freelance, l'équivalent d'une journée par semaine, parce que je veux rester les pieds dedans pour rester vraiment pertinent pour mes clients. Et puis, bah, moi, ça me permet de tester des trucs aussi que j'implémente après dans la formation. Et donc, en gros, j'ai l'équivalent d'une journée par semaine pour ce client.
donc que je répartis en 2 demi-journées. Donc j'ai une demi-journée en fait pendant laquelle c'est le mercredi matin, là je suis sur le fuseau canadien, où je vais travailler pour ce client-là. On va faire notre meeting hebdomadaire, je vais faire un petit peu le point de ce qu'on a fait la semaine précédente, les résultats et de ce qu'il y a à faire. Et puis une autre demi-journée où je vais être vraiment focus sur quelque chose. Et en fait, le reste de mon temps, je l'organise un petit peu comme je veux pour la partie formation en ligne, création de contenu, accompagnement. Donc ça dépend des périodes. Tu vois, là, je suis en train de, d'ici la fin septembre, en fait, en train de préparer la deuxième version de mon programme qui va être lancée le 26 septembre. Donc, gros travail, je suis à 100% en fait là-dessus. Je crée moins de contenu, je suis moins sur l'optimisation, etc. Je suis vraiment à fond là-dessus avec mon équipe. Puis comme je dis justement, j'ai une équipe, donc j'ai aussi des points à faire avec eux au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas forcément de semaine ou de journée typique. Surtout quand tu voyages, tu vois, là, le mois dernier, j'étais en France, le mois d'avant, j'étais à Tenerife en Espagne, là, je suis au Canada, donc il faut aussi que je m'adapte et que, tu vois, j'ai des trucs à faire aussi au fur et à mesure à des horaires plus ou moins flex. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'ai dû aller activer mon passeport vaccinal québécois, qui est un truc différent, il fallait aller en personne. Tu arrives quelque part, faut que tu fasses des courses, tout ça. Donc c'est vraiment c'est un rythme un petit peu comme je peux. Mais en général, tu vois, je fais quand même des journées assez classiques. Tu vois, du 8 heures, 17 heures, parfois plus, parfois moins. Je sais pas si c'était ça ta question. Non, c'était un peu ça. C'était est-ce que tu travailles tous les jours Ouais. et combien d'heures par jour? Donc, tu essayes quand même, Mhm. je suppose que tu prends des week-ends, tu travailles environ 5 jours par semaine ou. Ouais, c'est ça. J'essaie d'avoir au moins une journée complète 100% off, si possible le week-end. Mais en gros, c'est ça, ouais. Et chez les nomades, tu vois, tu as vraiment deux styles de nomades en termes d'activité pro, je te dirais, en deux termes en fait d'ambition. Soit il y en a qui veulent plus avoir le côté lifestyle et donc ils veulent juste avoir de quoi vivre, de quoi bien vivre et mettre un petit peu de côté et basta. Et typiquement, tu vois, aujourd'hui, là, je te disais, j'ai une mission freelance un jour par semaine. Je suis à 700 euros par jour. Donc, ça fait du 2400 euros par mois. Juste en travaillant un jour par semaine, je pourrais juste faire ça et après être sur la plage, boire des mojitos et voilà. Mais non, si j'étais lifestyle, ce serait plus ça. Mais moi, j'ai vraiment une ambition, tu vois. Ma mission, c'est d'aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Et donc, pour cette mission-là, c'est pour ça que je fais aussi tout ce que je fais à côté, Ça le prend plus de temps contenu, aider qu'un les jour par gens. semaine. Voilà, Ouais, forcément. exactement. Et puis ça, c'est plus. Ouais, après, il faut s'accomplir aussi dans ce qu'on fait, tu vois. Bosser un jour par semaine, mais faire un truc horrible, ça me tenterait pas. Et du coup, c'est quoi ta mission avec ce client? C'est quoi ton activité? Ouais, alors moi, au fur et à mesure du temps, je suis devenu en fait freelance en ce qu'on appelle le growth marketing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une méthodologie d'expérimentation pour tester des stratégies sur différents canaux et en fait, pour augmenter le chiffre d'affaires du client, augmenter sa croissance au fur et à mesure. Et donc, typiquement, là, ce client, c'est un site e-commerce de ferme de viande biologique au Québec. Ok. Et en gros, moi, je les aide sur toute la partie gestion du site e-commerce. Donc, à la fois optimisation du site, la partie publicité, la partie email, la partie SEO, un petit peu tout le marketing. C'est pas forcément moi qui fais tout, mais je pilote un peu la stratégie, je les conseille, et c'est assez cool, tu vois. C'est vraiment une mission dans laquelle je m'éclate. J'ai fait des missions chiantes, j'ai eu des clients chiants, mais là, ils me font confiance, ils savent que j'ai des résultats, tu vois. Et ça, c'est assez cool d'avoir ce lien-là avec des clients qui, au final, deviennent un peu. Ça reste des clients, mais ça devient un peu plus des potes que juste la relation tu sais, boss-employé que tu peux avoir en entreprise, quoi. Ok, super. Et du coup, si tu pouvais nous, un peu par rapport au mode de vie justement de digital nomade, là on a vu ton rythme de Mhm. travail. Tu as habité dans plusieurs endroits, j'ai cru comprendre. Ouais. Est-ce que tu peux... alors, j'avais quelques questions, tu réponds à celles que tu veux. Euh, du coup, comment tu t'installes, comment tu trouves un logement, comment tu gères le décalage horaire et Mhm. aussi un peu peut-être je sais pas s'il y a vraiment de la solitude ou, enfin, en tout cas, Si, il y a si, quand même si. et quand tu crées peut-être une vie sociale, elle est un peu éphémère, entre guillemets. Enfin, je veux dire, tu t'installes 2 mois, tu vas sympathiser avec des gens, après ils vont partir, tu vas peut-être partir. Donc, Mhm. voilà, un peu peut-être les endroits où tu as habité et puis comment tu as géré ça. Ouais. Alors, l'endroit où j'ai habité, donc
Il y a des endroits dans lesquels j'ai habité et je suis resté longtemps. Tu vois, typiquement Montréal, j'ai habité peut-être 7 ans full time et après 3 ans pendant lesquels c'était ma base. Après, tu vois, la notion d'habiter quand tu es nomade, c'est toujours un petit peu particulier parce que, tu vois, rien que si on prend depuis un an, par exemple, j'ai passé 3 mois à Lisbonne l'automne dernier, automne 2020. L'hiver 2021, je l'ai passé au Mexique à différents endroits. Ensuite, je suis allé en France cet été. Maintenant, je suis à Montréal. Tu vois, donc habiter, c'est un peu. Voilà, ça dépend. Il y a différents styles de nomades. Il y en a qui bougent tout le temps. En général, les nouveaux nomades, c'est ça. Moi, je suis plus dans l'équilibre. Tu vois, j'essaie de rester 2, 3 mois par endroit pour pouvoir avoir une bonne routine, être productif, mais aussi ce côté vie sociale et pas être tout le temps en train de courir partout à droite à gauche. Et après, tu as les nomades qui vont rester plus longtemps, tu vois, et qui sont limite parfois des expats. Et donc, parce qu'en fait, à chaque fois que tu bouges, tu vois, mais moi j'ai visité 37 pays en tout, donc ça commence à faire pas mal. Tu vois, à chaque fois que tu bouges, bah, il faut faire tes courses, il faut trouver une routine, il faut savoir où est-ce que tu vas faire ton sport, où est-ce que tu vas aller pour tel ou tel truc. Je sais pas, il y en a qui font de la salsa, où est-ce que tu vas faire de la salsa par exemple. Et donc, c'est arriver à trouver un peu une routine qui fonctionne partout. Et, euh, et donc, dans cette routine, il faut qu'il y ait à la fois le côté boulot, parce que bah, c'est ce qui te permet de faire ce style de vie, de le maintenir. Et puis voilà, après, c'est des ambitions perso. Tu vois, je te disais ma mission. Pour ça, il faut que je sois installé. Je peux pas faire ça depuis des cafés tout le temps sur mon petit ordinateur comme ça, tu vois. Il faut que je sois bien installé. Et après, il y a le côté aussi vie sociale. Comme tu disais, la solitude, c'est un truc qui revient souvent chez les nomades qui voyagent en solo. Ceux qui sont en couple, c'est un peu différent. Mais pour ça, moi, mes conseils, c'est déjà de choisir des endroits où il y a déjà une communauté de nomades qui est présente. Parce que c'est différent, c'est des aspirations différentes, des personnes qui sont sédentaires, des personnes qui sont expats, parce que en tant que nomade, bah, tu vas bouger régulièrement. C'est des personnes en général qui travaillent sur le web, donc il y a aussi des affinités pro. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel de réseautage en tant que nomade, parce que tu rencontres des gens avec qui tu vas pouvoir faire des projets, parce que vous êtes dans le même domaine, parce que c'est complémentaire, même parfois s'associer. Et donc, le fait d'être dans un hub nomade, donc ça, les hubs nomades, il y en a quelques-uns qui sont assez connus. J'ai fait des vidéos là-dessus. En Europe, par exemple, tu aurais Lisbonne, c'est le principal hub nomade en Europe. En Amérique, tu as, le Mexique, tu as Playa del Carmen, par exemple. Tu vas avoir aussi des villes en Colombie. En Asie, tu as Chiang Mai, tu as Bali. Tu vois, tu as des endroits comme ça qui sont des hubs et tu sais que tu vas avoir plein de nomades là-bas. Et après, au-delà de ça, tu vois, bah, c'est aller à des événements, bosser dans des coworking, etc. Mais aussi de sortir de ta zone de confort, en fait. Personne ne va venir vers toi forcément si tu bouges pas de ton petit confort. Donc ça veut Forcément. dire, Et tu faut, vois, faut que tu parles à si des tu fais de la gens. salsa, Ouais. ouais, si tu fais de la salsa, bah, va te trouver un club de salsa. Et en fait, c'est dans les activités et les points communs que tu vas trouver des gens à qui t'accroches. Et un concept qui est compliqué et qui est difficile à voir aussi avant, c'est que tu dis, tu sais, comme tu me disais Thibaut tout à l'heure, bah, tu bouges, faut te refaire des relations, c'est éphémère, etc. Le truc qui est assez cool, c'est que toutes ces personnes-là, elles sont quand même très présentes online. Donc moi, je les appelle tous les jours avec des potes nomades qui sont à Budapest, à Lisbonne, à Bali, etc. Parce qu'on reste en contact. On a des groupes WhatsApp et tout. Mais aussi, c'est des personnes qui bougent. Donc tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, en Thaïlande. Peut-être que l'année d'après, vous êtes tous les deux à Lisbonne en même temps et vous vous revoyez, tu vois. Ok, ouais, Et super ça, ouais. c'est Ouais, ça. c'est super, tu Et bouges et en même temps tu retombes sur des gens de temps en temps. Ah, forcément, ouais, puis ça. tout le monde se Et suit lui, il sur connaît des Instagram, tu gens, il sais va quand. te les représenter et tout ça. Ouais. Exact, ouais. Donc c'est plus riche qu'on peut le penser. Après, il y a différents, tu vois, ça dépend pas mal de. Faut aussi se connaître en tant que personne. Moi, je sais qu'au bout de 2 jours, tu sais, tout seul, sans avoir vu personne que je connais, je commence un peu à tourner en rond, tu vois. Il y en a qui peuvent rester des mois et des mois sans voir personne, très bien pour eux. Il y en a qui ne peuvent pas rester une demi-journée. C'est s'adapter un petit peu selon sa personnalité et arriver à se créer une vie sociale, un équilibre en fait entre tout ça, quoi. Ok, super. Et pour les logements, en fait, t'as pas de, si j'ai bien compris, t'as pas de logement fixe aujourd'hui. Aujourd'hui, Euh, non. ouais, Dans 6 mois, peut-être que j'en aurai un. J'en avais un avant. Tu vois, avant, j'étais ok, basé à Montréal, puis je bougeais. Mais aujourd'hui, non. ok. Et c'est facile de trouver des logements pour 2 mois, par exemple à Lisbonne là, ou à Tenerife. T'as des, c'est Mhm. quoi sur Airbnb, tu trouves, ou comment tu fais en général? Je te dirais que ouais, c'est assez facile, si tu sais. Enfin, c'est assez facile.
de manière générale. Après, la partie tarif de logement, ça, il faut savoir bien s'y prendre, tu vois. Parce que les apparts que tu loues, que forcément, c'est des apparts meublés, tout équipés. Et tu sais, la limite entre, enfin, la distinction entre les apparts loués aux touristes et les apparts loués au court terme, tu vois, mais pas non plus full time, elle est assez fine. Et du coup, tu veux pas tomber dans le tarif touriste parce que t'es Tu nomade, peux c'est pas des trucs à payer long terme. 100 euros par jour comme tu paierais en vacances, quoi, forcément. C'est ça, c'est ça. Donc là, tu sais, il faut avoir une idée de ton budget, il faut avoir un budget un petit peu flexible. Et en fait, pour trouver des logements, tu as plusieurs types de logements pour nomades qui valent la peine, tu vois, à long terme. C'est soit, en fait, les logements appartements type Airbnb que tu vas louer. Et donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est toujours de sous l'appart de quelqu'un que tu connais. Comme moi, là, je suis dans l'appart d'un ami à moi qui est en voyage, justement. Il me loue son appart, c'est forcément mieux parce que tu es chez quelqu'un, il y a tout ce qu'il faut, quelqu'un habite vraiment là, tu vois, c'est pas un Mhm. appartement factice, tu vois, entre guillemets. Et sinon pour la partie logement Airbnb ou Booking ou autre, l'astuce, en fait, c'est donc de voir si l'appartement est disponible long terme et en fait de négocier pour sortir en dehors de la plateforme, donc éviter tous ces frais-là et négocier aussi selon la durée que tu vas rester, et cetera. Et donc dans ce cas-là, en général, on te demande une caution assez importante, peut-être, tu vois, du tiers, voire la moitié du loyer d'un loyer mensuel, mais bon, pas de problème là-dessus. Ça m'est déjà arrivé aussi pour convaincre des propriétaires, tu vois, d'envoyer des relevés de banque ou des trucs comme ça, pour montrer que voilà. Puis je montre mes réseaux sociaux, ils voient que je ne vais pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Il y a ça. Et sinon, un truc qui marche très bien aussi, en parallèle des Airbnb que tu sors de la plateforme, etc., c'est de trouver en fait des agents immobiliers locaux. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a toujours des agents immobiliers français partout dans le monde. Donc, tu, Ok. tu regardes un peu, tu postes dans les groupes Facebook. Tu vois, tu as des groupes Facebook digital nomades, toutes les villes que tu veux. Lisbonne, Playa del Carmen, etc. Tu te postes, tu dis Hello, I'm French, genre looking for an apartment, tu vois. Et tout de suite, tu as des agents immobiliers qui vont te contacter. Et là, de voir, leur dire OK, envoyez-moi, voilà mes critères, envoyez-moi 3 propositions d'appartements. Et puis, avec eux, c'est plus les prix locaux, ils vont prendre une petite commission, mais en général, c'est quand même assez intéressant. Et donc, pas de problème particulier pour trouver des apparts. Des fois, bon, ça peut prendre un peu de temps, oui, mais ça devient après une deuxième nature, tu vois. Et justement, c'est un truc qui fait que c'est cool de rester plus longtemps par endroit, c'est que tu n'as pas besoin de trouver un appartement tous les 2 jours, quoi. C'est ça, parce que c'est épuisant, je pense. Sinon, je Mhm. pense qu'au début, voilà, tout le monde voit le voyage un peu comme faire un road trip en Australie avec un van et tout. Puis après, quand tu Ouais. commences à vraiment devoir travailler, tu te rends bien compte que tu peux pas Bah, passer ta vie à chercher un logement, chercher un supermarché, un c'est dentiste clair. ou que C'est sais-je. clair. Et tous les nomades, pratiquement sans exception, quand tu commences en nomade, tu avais vraiment, tu sais, c'est un projet de devenir nomade, c'est plein de changements et tu as cette envie de voyager, de bouger et tout. Et il y a cette phase un peu nomade chien fou que j'appelle, tu vois, pendant 1 ou 2 mois où les nomades vont être comme des fous. Ils vont vouloir bouger tous les 2, 3 jours en bossant, en visitant, en prenant l'avion, etc. Et finalement, tu t'épuises vite, quoi. Et au bout d'un moment, tu as plus envie d'avoir cet équilibre, de te dire, OK, je suis là pour 2, 3 mois, ça veut dire que je peux me trouver un club de yoga, une salle de sport, tu vois, et aussi économiser sur tout ça. Parce que si tu prends un appartement à la semaine, c'est beaucoup plus cher qu'au mois, par exemple, coworking, etc. Et au final, tu peux trouver ça. Et justement, un autre truc de logement que je n'ai pas mentionné, mais que je fais de temps en temps, c'est aussi des co-living. Je sais pas si tu connais ce concept-là, Thibaut. C'est Non, c'est comme par rapport à une colocation, c'est quoi la différence? Ouais, en gros, c'est un peu une coloc organisée de nomades, tu vois. C'est pas juste une Ok. coloc de nomades où entre potes tu te mets en coloc, mais c'est plus en fait des établissements, souvent des chaînes, qui en fait ont des chambres. C'est un bâtiment, tu vois. Ils ont des chambres qui louent à la semaine, au mois, etc. Pas forcément au jour. Et en fait, là-dedans, chacun a sa chambre, mais tu as des espaces partagés communs. Ok. Donc cuisine, salon, salle de jeu, et surtout genre coworking inclus, Ah, avec une bonne connexion. Ce qui fait qu'en fait, tu arrives là et jour 1, tu es productif. ok. Donc souvent, quand j'arrive dans Super. une ville que je connais pas, etc., j'essaie de me faire peut-être une semaine, 10 jours dans un co-living, pardon, c'est un peu plus cher, mais direct, tu es productif, tu rencontres des gens, et puis après, ça te laisse le temps de trouver un logement plus long terme, tu vois. D'accord. Et du coup, pour le lancement justement en freelancing, donc maintenant tu accompagnes des gens. J'ai vu sur Mhm. ta page Instagram, tu proposes de faire ça en 90 jours.
Mhm. Je voulais savoir un peu justement le déroulement de si demain je décide de devenir freelance. Euh, c'est le rythme un peu. Donc voilà, le jour zéro, je décide ça. Jour un, qu'est-ce que je fais? Jour Mhm. 2, jour 3, jusqu'au 90 par exemple. Ouais, alors je vais peut-être te parler plutôt en termes d'étapes que de jours, ce sera peut-être plus Mhm. clair pour tout le monde. Première étape, c'est déjà de valider la partie métier. Parce que pour être freelance, moi j'enseigne d'être freelance à distance, tu vois, pas forcément chez un client, etc. Et donc pour être freelance à distance, il faut avoir un métier, avoir des compétences qui puissent se faire à distance. Donc en général, sur un ordinateur, ça peut aussi être au téléphone pour certains. Et donc c'est de voir déjà dans les compétences qu'on a, est-ce qu'il y en a qui sont faisables en freelance, à distance et aussi avec un bon potentiel de rémunération. Donc déjà, c'est sa première étape. Donc là, il y a des personnes qui vont se dire ah bah oui, justement, moi j'ai toujours été passionné par le montage vidéo, je peux faire ça, j'y vais. Parfait. Il y en a qui vont peut-être devoir plus réfléchir, plus choisir. Dans ce cas-là, c'est un process qui est plus long que 90 jours parce qu'il faut se former au métier en tant que tel, tu vois. C'est ça. Euh, voilà. Et Donc il y en a, ils ont tout de suite les compétences, et il y en a d'autres, il faut en fait développer les compétences. c'est ça. Et même s'il y a besoin de se former sur un métier, je te dirais que la meilleure manière d'apprendre et de se former vraiment, c'est de le faire en prenant des missions. Quitte à ce que ce soit des Mm. missions où on facture pas cher, tu vois, pour être vraiment dans le bain. Parce que si tu apprends juste la théorie, bah, tu retardes encore ta lancée en freelance. Mais bon, une fois que la partie compétences métier est faite, ensuite, il faut regarder un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on veut se créer comme activité. Donc, regarder tu sais, pour quel type de client on veut travailler, comment on peut éventuellement se différencier des autres freelance, comprendre vraiment la réalité de nos clients et leurs besoins. Comprendre, une fois que tu as compris ça, en fait, tu peux, basé là-dessus, proposer des services. Parce que si tu sais pas les besoins d'une telle ou telle entreprise, c'est compliqué d'être pertinent et donc d'avoir des missions. Et donc de comprendre ça et en fait, très vite, d'être dans l'action, d'activer à la fois son réseau. Ça peut être juste de faire un post sur ton LinkedIn ou ton Facebook et dire, «Salut tout le monde, pour ceux qui ne savent pas, je me suis lancé en freelance en montage vidéo. J'ai déjà travaillé sur tel, tel, tel projet. Contactez-moi si vous avez des besoins là-dedans, on pourra en discuter ou si vous connaissez des personnes qui auraient des besoins. En général, avec ce genre de poste-là, les personnes trouvent leur première mission ou les suivantes. Tu vois. C'est assez efficace. Et après, il y a différentes actions à mettre en place pour trouver des clients en continu parce que l'idée, c'est d'avoir une activité stable au début. Et donc, mettre en place des choses comme s'inscrire sur les plateformes de freelance. Tu vois, tu as des plateformes comme Upwork, Malte, etc., qui permettent d'avoir un profil et donc de faire cette mise en relation assez simplifiée. Ensuite, il y a aussi se former aux différentes étapes de vente. Tu vois, c'est discuter avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de services, il y a des façons de le faire. Réserver un appel aussi à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de tes services, il y a des façons de bien déceler les besoins, etc. Ensuite, de faire une proposition et ensuite d'arriver à un accord, tu vois, pour commencer. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a toute la partie éventuellement prospection, création de contenu, tu vois, quelque chose de plus à long terme qui permet d'avoir une activité assez stable. Et puis après, il y a la question tu sais, des tarifs, de la relation avec tes clients, etc., qui au fur et à mesure s'améliore. Et donc, il faut travailler là-dessus, quoi. Donc, c'est ça un petit peu les étapes. Donc, d'abord, si je résume, hein, d'abord, donc vraiment Trouver ce que tu dois être dans faire. l'action. Dans l'action, les réponses sont auprès de vos futurs clients, pas dans votre salon. Donc, contacter des gens, passer à l'action, être assez agile, s'adapter au fur et à mesure, se former aussi sur toute cette partie-là de trouver des clients, les convaincre, vendre ses compétences. Et puis après, concrètement, c'est assez simple, hein. L'équation, c'est tu as des compétences, le client a des besoins, tu fais un bon travail pour répondre à ses besoins, voire même un peu plus que ce qu'il espérait. Et le résultat, c'est que vous continuez à travailler ensemble, tu peux monter tes tarifs et avoir une bonne activité qui soit stable et rentable aussi à long terme et en croissance. En fait, après, je pense que le freelancing, tu passes au début, tu n'as peut-être pas de mission, puis après, tu en as une, deux, trois, puis après, au bout d'un moment, tu es full, quoi. Enfin, Si tout va bien, ouais, c'est ça. puis tu as trois, quatre clients, comme toi, tu as un client qui te prend une journée par semaine. Au bout d'un moment, Mhm. je pense qu'il y a des activités, c'est pas la peine d'avoir 30 clients, 5, 2, 3, 4, 5 clients, ça, en fait, Ah, ça suffit. si si tu sais choisir tes clients et bien gérer tes clients, premièrement, tu veux pas avoir à gérer 20 clients, tu vaut mieux avoir peu de clients qui ont plus de demandes
parce qu'il y a cette relation de confiance qui se construit, tu travailles mieux ensemble, etc. Et puis, ouais, c'est aussi une stratégie plus long terme, tu vois. Moins tu as de clients, moins tu as de factures à émettre, moins tu as de relations clients à avoir, etc. Tu vois. Donc, Ouais, pas moins avoir tu as non à les plus un convaincre à client, chaque parce que fois. ouais, un client, c'est un peu dangereux parce que si ça s'arrête du jour au lendemain, Ouais, bah, tu plus de clients. c'est Mais ouais, 3, 5 clients. Et puis, le secret aussi, c'est d'arriver à les garder à long terme. Parce que mmh. si tu as besoin de clients toutes les semaines, il faut que tu refasses les appels, que tu refasses les contrats, que tu refasses tout ça. Alors que tu as des clients à long terme, tu n'as pas à refaire ça. Et puis, tu peux aussi augmenter tes tarifs au fur et à mesure parce que la confiance augmente, que tu as des résultats. Et puis, ça, c'est assez cool quand même. C'est assez Mmh. gratifiant en fait de savoir que tu as vraiment un impact pour qu'un client continue de bosser avec toi et qu'il y ait Même une quand tu relation long augmentes terme qui les existe. services. Ouais. Mmh. Et il y a même des freelances, tu vois, qui finissent par prendre des parts dans les boîtes de leurs clients. Ah ouais, super, ouais. Et du coup, alors soit tu peux parler de tes freelances que tu as accompagnés, ou soit là, on a parlé de montage Mhm. vidéo. Je suppose qu'il y a de ce que j'imagine comme freelance qui est possible. Je pense qu'il y a aussi la retouche photo, tout ce qui touche le web, le SEO, la pub, Mhm. euh, les pages de vente. Qu'est- Si, si tu devais, tu vois, si quelqu'un il sait pas quoi faire, si tu pouvais donner peut-être quelques exemples de freelance peut-être auxquels on ne pense pas tout de suite ou que toi tu as Mhm. accompagné, des, Ouais, peut-être en dehors du web, enfin je sais pas, du web site internet, quoi. Peut-être que, je suppose, il y a peut-être des ok. comptables j'en sais rien, Ouais, tu vois. ok, je vois. Bah, peut-être que je peux répondre avec les grandes familles de métiers qui sont faisables en tant que freelance à distance. Et puis Voilà. après, peut-être donner des exemples plus précis. Les grandes familles de métiers, il y a bien sûr, comme tu l'as dit, la famille des métiers du marketing digital. Donc ça va de la pub au référencement SEO à l'email marketing, page de vente, tout ce que tu veux dans le marketing web, copywriting. Tu as une deuxième famille, c'est tout ce qui va être rédaction, traduction. Donc ça, rédaction web, il y a beaucoup de freelance qui font ça. Traducteur, tu as aussi prof de langue, par exemple. Donc tu as tout ça. Tu as aussi la partie programmation de sites web, d'applications mobiles, de software, etc., qui est assez importante. Il y a beaucoup de gens, ils pensent freelance en ligne, ils pensent forcément coder des sites. Mais non, c'est pas que ça, c'est une des parties. Ensuite, il y a toute la famille aussi qui va être gestion de projet. Parce que, bah, tu vois, confier des missions à des développeurs, à des marketeurs, à des rédacteurs, etc., bah, c'est des projets, il y a des échéances, il y a des budgets, il faut des gens qui gèrent ça. Donc là-dedans, tu as toute la partie chef de projet, mais aussi assistant virtuel, qui est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé. Des personnes qui sont à distance, mais qui peuvent aider à gérer des choses du quotidien d'un business et te décharger aussi un peu en tant qu'entrepreneur. Et tu as aussi une famille qui est assez répandue, c'est la famille des tout ce qui est audiovisuel design, tu vois, donc designer, monteur vidéo, retoucheur photo, etc. Ça, c'est les 5 grandes familles de freelance. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres métiers qui peuvent fonctionner. Par exemple, il y en a qui sont architectes ou dessinateurs en freelance. Ça existe. D'accord. Il y en a, tu vois, qui même ont suivi une formation Freemote et qui l'ont appliqué à différents trucs comme prof de yoga. Pourquoi pas, ouais. Euh, Quelqu'un aussi qui l'a appliqué qui est impliqué en politique dans sa ville en France, qui a appliqué les principes pour faire gagner son candidat, pour organiser une séance de test Covid avant Noël. Tu vois, il y a plein d'applications possibles. Et donc, en fait, je te dirais qu'il y a ces familles de métiers-là, mais il ne faut pas se mettre de limites. Et il y a quelques critères à valider pour voir si c'est faisable à distance ou pas. Déjà, c'est est-ce que tu peux le faire depuis ton ordinateur et ton téléphone? Premier truc. Deuxièmement, valider aussi que c'est quelque chose qui fonctionne dans le format freelance, qui n'a pas forcément besoin d'être quelqu'un à l'interne d'une entreprise. Il y a des domaines qui sont un petit peu régulés, etc., qui sont plus compliqués à faire en freelance. Et puis après, je te dirais aussi que c'est une question de valider aussi que ton métier il a un potentiel de rémunération en freelance intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, des trucs qui sont faisables en freelance, mais tu es très vite limité en termes de tarifs horaires et ça devient assez compliqué de bien en vivre, tu vois?
OK. Tu vois, Ouais. typiquement, traduction, à part si tu fais de la traduction hyper spécialisée dans Mmh. de textes légaux, de l'allemand au, je sais pas, à l'espagnol, tu vois, des trucs assez spécialisés. La traduction, il y a des outils qui font ça et faut être Qui le font vraiment, pas voilà, mal, ouais. C'est c'est ça. ça. Et en fait, de manière générale, ça, c'est une question d'offre et de demande, de valeur générée. Plus en tant que freelance, tu apportes de la valeur à ton client en termes de chiffre d'affaires, etc., plus tu vas être bien payé. Typiquement, le marketing, si tu fais du marketing, tu es freelance en publicité Facebook, par exemple, bah, tu peux dire, OK, au client, vous investissez 10 euros de pub avec moi, je vous génère 100 euros de vente. C'est facile pour eux de mesurer le retour et donc c'est facile de te vendre. Pour la partie programmation, ça peut être aussi assez facile, tu vois, de dire, OK, on va créer une nouvelle plateforme, ça va générer 100 000 euros de plus de ventes par mois, donc on peut investir tant en développement. Pour la partie, tu vois, branding, design, et cetera, parfois, c'est plus compliqué de justifier le retour sur investissement direct, C'est tu vois? ça. Donc, plus tu es Puis prêt tu à as la génération de valeur, ouais et plus puis t'as voilà. je pense que tu as aussi des pays où pour tout ce qui est design et tout, tu peux trouver des choses moins chères, alors que pour le marketing, peut-être faut que tu sois quand même un peu adapté à enfin, tu peux trouver quelqu'un au Pakistan pour te faire un logo. C'est plus compliqué, peut-être si tu vends de la viande bio au marché francophone, tu vois, je pense de Ouais, bah, il y a la langue, il y a tout ça. Après, tu vois, entre un logo fait par un designer du Pakistan versus un freelance, qui a de l'expérience et qui comprend vraiment ton environnement, et cetera, c'est pas la même, tu vois? oui, forcément, ça dépend aussi où est-ce qu'elle en est la société qui te paye, c'est ça, C'est ça. si Et elle et justement, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper, que beaucoup de gens, qui bloque beaucoup de gens. C'est, la partie mais est-ce qu'il y a pas trop de freelance, tu vois? Est-ce que je vais réussir à me faire ma place, me démarquer? Et en fait, la réponse, c'est oui. Il y a pas de risque que tu trouves pas de clients, tu vois? Si tu apportes quelque chose de valeur et de différent. Si tu sais montrer ta valeur à ton client et que tu comprends ses besoins, il y a pas de problème, tu vois, par rapport à ça. Un autre frein aussi que les gens ont, c'est se dire: «Bah, l'administratif, c'est compliqué et tout ça». Alors qu'en France, Heu, être auto-entrepreneur, ça prend, 10-15 minutes à faire en ligne et après tu as mmh, juste ta déclaration à faire tous les mois et tes factures. C'est pas compliqué, tu vois? mmh. Un autre frein que des gens ont aussi, c'est que: «Oui, mais freelance, c'est pas stable, je vais avoir des revenus en yo-yo et cetera». Bah non, ça dépend de comment tu gères ta partie commerciale. Si tu es toujours en contact déjà, si tes clients, tu arrives à les convertir, à les garder à long terme, tu enlèves ce problème-là et de 2, si tu as une présence en ligne, une activité d'être toujours en contact avec des nouveaux clients potentiels, et cetera, en continu, tu pas de risque d'avoir des yo-yo. Alors, c'est pas forcément tu gagnes pas toujours pareil à l'euro À près l'euro comme quand tu es près, forcément. employé. Mais, est-ce que tu préfères, en fait, avoir gagné toujours le même montant tous les mois à l'euro près en étant salarié, mais, Que ce soit un avoir montant une limite dans faible, tes revenus? voilà, c'est ça. Voilà. Ou alors prendre tes responsabilités, prendre tes devants et potentiellement gagner beaucoup plus, tu vois? Et moi, je suis pas freelance à temps plein, mais si j'étais freelance à temps plein avec mon tarif actuel, hem et ben, écoute, je gagnerais plus de 10 000 € par mois. Alors je garde un peu de temps pour gérer ça. Genre en tant qu'employé, j'aurais Ça jamais pu commence à gagner être ça compliqué, ouais. dans ce domaine. C'est sûr. C'est sûr. Tu peux pas, c'est pas Ouais, possible. Une boîte peut pas te payer ça par rapport ouais, à ses salariés, tu vois? Et forcément. c'est aussi ça, au fil le deal du salariat, c'est de te dire: «Tu vas avoir un truc stable, tu vas avoir un truc Vers le haut et stable, vers le bas, en on fait, paie c'est ça, vers le haut et vers le bas et je te garantis que tu vas avoir ça tous les mois, mais en échange, tu vois, bah, c'est moins élevé et enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire?» Ouais, bien sûr. OK, super. Et du coup, est-ce que tu aurais 2-3 exemples concrets de personnes que tu as accompagnées, que tu voudrais Ouais. partager? Ou j'ai vu que tu as des avis vidéo, peut-être, enfin, des gens, voilà, qui partagent, peut-être leur, Ouais, je vais essayer de te de prendre trois exemples, assez évocateurs un peu de mmh, tout ce qui peut se faire. Le premier qui me vient en tête, c'est Tania. Tania, c'est marrant l'histoire parce qu'en fait, j'ai donné un cours à HEC de marketing web pendant 1 an. Tu vois, on parlait de preuve sociale pour pouvoir mmh, justifier tes tarifs en freelance. Être prof à HEC, c'est pas mal dans le genre. mmh, ouais. Donc j'ai donné un cours pendant 1 an et Tania, elle était étudiante dans mon cours. C'était un cours de master de web analytics et donc on s'est rencontrés comme ça. Après, elle a continué à s'impliquer dans les événements de e-commerce que j'organisais. Et puis un jour, elle a rejoint ma formation Freemode. Tu vois, c'est ma méthode de A à Z pour aider les Mmh, freelances à se lancer et décoller. Elle avait déjà eu quelques missions, mais elle n'avait pas vraiment encore décollé. Et elle a rejoint Freemode en janvier 2020.
Et en quelques mois, le Covid passant par là, etc., elle s'est lancée à fond. Elle a quitté son job et elle a commencé à être vraiment à 100% en freelance et à être nomade, tu vois. Typiquement, cet hiver, elle était là au Mexique. Elle est venue au Mmh. Mexique, on a passé pas mal de temps. Et Et son voilà, donc activité, c'est Tania, elle, quoi? elle est en... Ouais, justement, j'allais dire, elle est Ouais. en publicité en ligne, donc Facebook et Google, tu vois. OK. Donc voilà, ça c'est un exemple, tu vois, de étudiante qui a très vite, qui était salariée pendant quelques temps, mais qui a très vite passé en freelance et maintenant elle passe même au niveau suivant parce que je l'accompagne aussi sur lancer son programme en ligne dans la publicité Facebook. Tu vois, la prochaine étape, quand tu es Mmh. freelance qui tourne bien, en général, c'est ça. Deuxième exemple, je te dirais Maureen. Maureen, je l'ai rencontrée en fait à Lisbonne quand j'y étais l'automne dernier. On se connaissait d'avant en ligne, mais j'ai rencontré là-bas. Maureen, en fait, elle travaille dans une entreprise de voyage dans le service client à Lisbonne. Et c'est une Belge, elle avait déménagé à Lisbonne parce qu'elle voulait travailler à l'étranger et pouvoir voyager, etc., avoir cette liberté. Mais elle s'est retrouvée un peu, bah oui, à l'étranger, mais dans tu vois, salarié, pas forcément très bien payé parce que le support client à Lisbonne, c'est pas ce qu'elle me payait. Et donc, elle a rejoint Freemote et elle savait pas forcément ce qu'elle voulait faire comme activité au départ, tu vois. Et donc, petit à petit, elle a commencé à tester différentes choses, trouver des missions dans son réseau, comme je le disais, en tant qu'assistante virtuelle pour tester plein de choses. Donc, elle a fait des réseaux sociaux, elle a fait du montage podcast, elle a fait différentes choses. Ce qui l'a amené au fur et à mesure à trouver vraiment son truc. C'est la partie appel de vente en ligne, tu vois. Il y a des gens OK. qui vendent des programmes, des formations en ligne qui coûtent très très cher. Qui coûtent très cher. C'est des investissements assez élevés, tu vois, Ouais, à mettons plus que 5 10 000 000 euros. euros, je sais, par exemple, dans Ouais, l'immobilier, ça arrive 10, 15, 20 000 des c'est ça. mentorats, des trucs comme ça. C'est ça. Et donc, en fait, elle, vraiment son truc, c'est de prendre contact avec des gens, de faire les appels, de vendre, de leur expliquer comment ça marche, de voir si c'est adapté pour eux ou pas. Tu vois. Elle a Mmh. vraiment trouvé ça et aujourd'hui, elle cartonne là-dedans et elle est surbookée. OK. Et ça, c'est pas des trucs qui prennent des années. Tu vois. Elle s'est lancée en octobre dans la formation 2020. et en 2020 et Ouais. en mars, elle a quitté son boulot parce qu'elle avait plus le temps, tu vois, de Ouais. gérer tout ça. Ah, c'est impressionnant, c'est Donc ça, 6 deuxième mois. exemple, c'est C'est ça. c'est là qu'on voit la Ouais, différence avec les investissements boursiers ou immobiliers ou tout. Ça prend des années, alors que là, en 6 mois, ouais, tu changes de ouais, tout de vie carrément, quoi. Je pense c'est elle a clair. Mais du coup, elle est plus à Lisbonne ou si elle elle est est... encore basée à Ouais, Lisbonne, mais elle ouais, bouge, tu vois, elle ouais, ouais. va, voilà. Et je vais te donner un troisième exemple, puis après on pourra faire le parallèle justement entre le freelancing pour la partie investissement et tout ça, parce que pour moi il y en a un. Troisième exemple, je te dirais, j'en ai plusieurs, mais ça peut être des exemples de personnes, tu vois, on pense freelance, nomade, on pense un peu genre, tu sais, célibataire, jeune, etc. Mhm. Mais il y a des parcours, des profils hyper différents aussi, hyper intéressants. C'est des personnes qui sont, par exemple, mamans ou qui vont le devenir, ou alors qui arrivent à l'âge de la retraite, mais qui veulent avoir un complément de revenu parce qu'ils n'ont pas une super retraite. Et donc, par exemple, tu as Aurore qui, elle, son mari avait un boulot, s'est fait muter en Finlande, et elle s'est lancée en freelance quand elle était enceinte pour s'assurer que quand son bébé allait naître, elle allait pouvoir avoir une activité à l'étranger, etc. Tu as Eva, elle, qui a 3 enfants, et elle voulait reprendre son activité de programmeuse avec ses enfants, tu vois. Elle s'est lancée en freelance, elle fait des missions entre les siestes des bébés, etc., tu vois. Et après, la partie retraite, c'est encore d'autres profils. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour moi, et c'est pas... Ça casse un peu le stéréotype de genre quelqu'un Ouais, qui a le gars un le peu gars de la crade vingtaine, avec tu son sac à vois. dos à Bali. Ouais, et d'ailleurs, nomade, tu vois, je te disais que tu as un peu le nomade lifestyle, nomade autre, mais nomade, ça va du nomade qui survit, tu vois, en bossant dans des auberges jeunesse, Mm. à l'entrepreneur nomade qui gère une startup qui génère des dizaines de millions d'euros par an. Et j'en ai Mm. rencontré des comme ça, tu vois. Donc il y a un petit Ouais, peu de tout et ouais. Ça te permet aussi, justement, nomade, d'avoir une vie un peu plus luxueuse que ce que tu aurais en vivant en France, par exemple, voilà. tu vois. Et en plus, t'as pas le temps de transport, tout ça. Enfin, voilà, C'est le ça. RER, les grèves, tout ça. Qualité de vie, ouais. Ouais. Ok, super. Et si tu me permets de faire le petit parallèle aussi avec la partie plus investissement, Bien sûr. euh, ouais, non, parce que c'est intéressant, je sais que c'est pas Ouais. forcément le genre de sujet que tu traites, le freelancing, dans ton podcast, mais pour moi, en fait, te lancer en freelance, te lancer en tant qu'indépendant versus rester employé,
c'est aussi prendre en main tes revenus à court terme, moyen terme, long terme. Et donc enlever en fait ce plafond que tu peux avoir en tant qu'employé. Et oui, tu peux avoir des bons salaires en tant qu'employé, mais tu gères pas ton temps pareil et ta liberté pareil. Et en fait, en te lançant en freelance, bah, tu as cette liberté de choisir tes tarifs et combien tu vas gagner concrètement. Ça peut aussi te laisser le temps de consacrer à d'autres projets, comme investir, comme créer des revenus passifs, donc par exemple des formations en ligne, même si c'est pas forcément très passif, et tout autre type d'autres choses. Et en fait, pour Là, tu peux moi, faire une boule de ce neige un côté, peu. ouais, c'est ça. En fait, pour moi, tu peux en fait potentiellement gagner plus vite, donc investir plus vite, et faire ce que tu veux de ta vie plus vite, tu vois, entre guillemets. De mon côté, donc moi, j'ai mon freelancing, j'ai mon entreprise aussi avec plusieurs personnes qui bossent dedans pour la partie formation en ligne. Moi, j'ai fait un plan il y a quelques temps là de dire que je partirais en retraite avant mes 40 ans. Et j'ai Mhm. calculé avec mes investissements, si j'augmente mes revenus comme j'ai prévu, ça devrait se faire, tu vois. Tu peux Donc nous ça veut pas rappeler dire que ton je vais âge parce qu'en arrêter et fait, que on je n'en a pas vais. parlé. Ouais, j'ai 29 ans là. 29 ans, voilà, dans 11 ans. Mais après, vu toutes les activités que tu as, on peut dire la retraite à 40 ans, mais à mon avis, au bout de 6 mois, tu trouveras quand même un truc à faire. Ah non, Peut-être mais moi, pas, ouais, c'est sûr. pas Là, pour c'est pas la l'argent, retraite, genre mais je tu vais sur une vois. plage et machin, mais, euh, mais en fait, ouais, tu vois, savoir qu'en fait, j'ai tout ce Tu qu'il n'auras faut plus pour besoin, vivre ouais, de. c'est Voilà. ça, forcément. Puis ça, c'est Et ça qui te permet tu même vois, de passer peut-être un cap encore après. Peut-être, tu c'est vois, mettre ça. tout ton temps dans une start-up qui va valoir peut-être 100 millions, quoi. Alors que si tu as besoin de C'est manger, ça, bah, c'est plus c'est compliqué, pas quoi. une. Moi, je crois pas au concept de retraite où tu t'arrêtes tout du jour au lendemain. Ouais. Mon père, il est en retraite là, ce mois-ci, il s'est déjà engagé dans 12 000 trucs, tu vois. Si tu as été actif dans ta vie, tu peux pas partir en C'est retraite et ça. tout arrêter du jour au lendemain. Ouais, non, c'est assez intéressant. Et puis, c'est aussi le concept de, en fait, pendant ta vie active, te prendre des petites retraites ou pour voyager, faire Comme des Tim breaks, quoi. Ferriss, il conseille, ouais. C'est C'est ça. ça. Bah, Mm. moi, tu vois, en Thaïlande, j'ai bossé en tant que freelance, etc. Mais j'étais clairement pas à 100%. J'étais peut-être à 25%, 50% de temps de boulot. Donc, Mm. j'étais moitié du temps en vacances à visiter, quoi. Et Ouais, c'est quand même assez cool de te dire que bien sûr. tu peux te faire des breaks. Et j'ai un pote là, qui, par exemple, même en tant qu'employé, tu vois, mon meilleur ami, lui, il s'est marié cet été, il a pris 3 mois off avec sa femme. Ouais, bah cool, hein. Et ça se négocie, ça s'arrange, tu Mm. Ouais, vois. ça peut se négocier, des sans-soldes, les gens qui sont dans le Mhm. médical peuvent faire des remplacements, des choses comme ça. Ouais. Donc, super. On a le temps, il est un peu compté aujourd'hui. Donc, normalement, je pose 3 questions. On va essayer de faire au plus Mhm. vite. La première que je vais te poser, c'est un peu la plus originale. C'est si je te donnais 100 000 euros tout de suite. Donc, 100 000, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Tu vois, c'est pas ça qui va te faire prendre ta retraite à 29 ans et demi. Mais du coup, qu'est-ce que Mhm. tu en ferais concrètement de ces 100 000 Ouais. euros? Alors, ça dépend. Est-ce que je pars de zéro ou est-ce que je suis dans ma Non, non, situation là, actuelle? aujourd'hui, maintenant, avec l'argent que tu as. Aujourd'hui, Ouais. Euh, Ça peut être un don, hein, aujourd'hui, pour les baleines. Tu peux faire ce que tu en veux fait, moi, avec. je considère que la philanthropie, tu as beaucoup plus d'impact si tu le fais quand tu as déjà une Beaucoup certaine d'argent. Ouais. sécurité financière, etc. Tu vois. Donc, non, moi, ces 100 000 euros, je les investirais. Après, à voir dans quoi, tu vois, ce serait Mm. dans différents trucs. J'en profiterais peut-être pour investir un petit peu dans l'immobilier, ce que j'ai pas encore fait. En tant que nomade, c'est pas le truc le plus facile. Bien sûr, ouais. Un mélange d'immobilier, de bourse, de crypto-monnaie et puis aussi de start-up. J'ai Mm. commencé à investir dans les startups là cette année et j'en ai eu des startups donc je sais ce que c'est. Mm. C'est quelque chose qui me passionne et tu sens que tu as vraiment un impact, tu vois. Pour moi, investir, c'est pas juste OK, je vais avoir un retour de 10%, c'est plus genre tu t'appuies les projets qui te tiennent à cœur. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ils Tu ont prépares vraiment besoin de l'avenir en l'argent. fait. Je veux dire, toi, si tu achètes une action totale demain, c'est pas ça qui va leur changer la vie, quoi. Alors que C'est clair. Alors, j'avais lu le livre du fondateur de Nike. Tu vois que pendant 30 ans, il a galéré à pas avoir d'argent, quoi. C'était ça vraiment, ouais. sa quête continue. J'achète 10 paires de chaussures, je les vends, j'en achète 20. Bah écoute, Ouais. merci Ambroise. Là, on arrive pile sur le fil. Ça m'a fait super plaisir. Donc, si on veut te retrouver, c'est quoi Instagram le plus simple? Ouais, Ou ton Instagram site ou Ambroise partout. En Debré? fait, mon nom est assez original pour être trouvé facilement. C'est Ambroise Debray. Donc Ambroise. Mon nom de famille, Debray, Debret. Sur Voilà. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, où vous voulez. Plus le blog, quoi. Enfin le site, C'est ça. où il y a tout. Bah, écoute, merci beaucoup Ambroise. Et puis, bonne fin de journée. Et j'espère un de ces jours. Ouais, merci pour l'invitation, c'était très cool. Allez, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Forcément, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour
les gens qui sont très satisfaits de leur métier, qui sont rentiers ou que sais-je. Mais j'ai trouvé ça super inspirant. En plus, c'est vraiment un domaine que je connaissais pas super bien. Donc, c'est- la semaine dernière, on avait Veneta qui fait des gros projets immobiliers. Donc, c'était pas non plus trop mon domaine. Donc, rien que pour ça, le podcast, ça m'apporte à moi et j'espère que ça vous apporte à vous de rencontrer des gens d'horizons différents qui font. En fait, on voit il y a plein de solutions et tout fonctionne en fait. Il y a pas de mauvaise solution visiblement. En tout cas, que vous soyez freelance ou à votre compte, ou rentier, ou salarié dans le métro boulot dodo, ou chômeur, ou étudiant, ou que sais-je, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.